Alors moi je suis Valérie, la maman de Mathis, qui était âgé de 18 ans et demi quand il a été happé par un train le 15 décembre 2017. C'était mon fils unique, suite à un contrôle de police. Il a eu peur et voilà. Et il s'est sauvé, il s'est échappé, il a peur d'être matraqué. Moi c'est Peggy Lerès, la maman de Selom Tonato, qui est également décédée là, du coup, le 16 décembre. Le 15 décembre 2017, 4 jeunes qui sont coursés par des flics avec les matraques en l'air. Ils ont eu peur et ils se sont barrés sur des rails. Mais le TR est passé à ce moment-là et il y a 2 décès, ce sont 2 enfants. Donc de là, on a créé le collectif Selom Mathis parce que Selom est décédé le 16, Mathis le 17. Et ça s'est fait naturellement, en fait, ça a été presque instantanément, en fait. Voilà. Alors moi en fait j'attendais qu'il rentre parce que habituellement Mathis quand il sortait le vendredi soir il rentrait toujours dormir à la maison. Il m'envoyait un texto pour me dire voilà je rentre maman, je prends le dernier métro et le dernier bus ou je prends un vélo et je rentre. Et en fait j'ai reçu un coup de téléphone à peu près vers 23h, minuit de mon neveu qui m'a dit voilà Tati il faut vite que tu ailles au CHR parce que Mathis a eu un accident. J'ai dit pardon, il m'a dit oui, sur les réseaux sociaux ça circule. Mathis a été happé par un train avec 3 autres personnes. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma voiture et j'ai foncé au CHR. Moi c'est minuit, à 11h30 minuit j'envoie un SMS à mon fils parce que c'est quelqu'un qui veut bien manger, donc par précaution je lui dis t'as mangé ? Pas de réponse, je dis c'est pas grave, en temps normal il arrive vers minuit à quart. C'est comme ça, son chat l'attend à la porte, c'est carré, il n'y a pas de... 1h du matin, c'est un gamin de quartier qui s'est trompé au départ, il était chez mon voisin, il a dit non c'est en bas, il est descendu, et là il m'a dit ça est à l'hôpital, il faut y aller, donc il me dit que c'est cet hôpital, je lui dis ok, je contacte l'hôpital, je contacte le père, je comprends pas trop ce qui se passe, l'hôpital me dit ils peuvent rien me dire, il faut appeler la police, là je dis wow, c'est un accident, c'est quoi, il se passe quoi, c'est la panique complète. Donc Claude il est venu me chercher, le papa des enfants, et il m'a pris avec les filles, on a débarqué à l'hôpital, et c'est là qu'on est tombé sur des policiers en fait. Voilà. Pareil, idem, 2 policiers qui m'attendaient à l'entrée, plutôt gênés. Donc pareil, qui me demandent mes papiers d'identité. Moi j'avais mes papiers sur moi, je comprenais pas pourquoi on me demandait mes papiers d'identité. J'ai dit mon fils a eu un accident, il a été happé par un train, donc ils étaient embêtés, oui mais il nous faut nos papiers, machin. On m'a montré mes papiers d'identité et là je me suis dit c'est quand même bizarre que les polices me demandent mes papiers d'identité. On a un accident, on n'est pas attendu par 2 policiers en civil quoi. Pour moi ça me paraissait déjà un peu bizarre. Alors moi j'étais déjà j'étais pas très au départ j'étais tellement choquée par l'accident que j'ai pas vraiment réagi. Après quand j'ai su que c'était suite à une poursuite de police, là j'étais complètement hystérique quoi. J'étais prise d'une rage folle. Je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça, c'est con. Pourquoi ils ont poursuivi quoi. Pourquoi ils se sont arrivés sur eux avec des matraques, des gazeuses, des LBD, un HK, enfin je veux dire c'était pas des gangsters nos enfants quoi. Et là quand j'ai su que c'était la police, je me suis dit mais non, j'accepterai pas quoi. J'accepterai jamais ça. Ils sont là pour défendre les gens, ils sont pas là pour les flinguer les policiers. Moi quand je suis arrivé à l'hôpital, au départ la police, elle tourne en rond, on sent qu'il y a une couille, mais bon, c'est le papa qui essaie de gérer. On présente les papiers d'identité, je monte la blinde de fauteuil, je fais maman, mon portable est plein de photos de mon fils, c'est logique quoi. Et là ils me disent, on me dit il y a quoi, et là elle me dit, votre fils a été happé par un train. Donc là moi je suis plus là, on m'a perdu à ce moment-là. Le papa a repris la relève en fait en essayant de comprendre, les flics tournaient en rond, mais on sentait qu'ils voulaient rien dire en fait. Et on nous a embarqués, on nous a mis dans une petite salle, où là, au fur et à mesure, on rencontrait l'anesthésie, les gens comme ça, quoi. Et là, maintenant, ce jour-là, quand j'ai
commencé à comprendre en fait que il m'a fallu du temps parce que c'est vraiment à la marche blanche où j'ai senti que tout est arrivé dans mon corps en fait. Pendant tout ce temps, entre l'enterrement et le 13 de cette marche blanche, c'était le néant. En fait, j'ai rien géré du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est la banderole, c'est tout. J'ai rien fait. Et ce fameux 13 janvier, en fait, je me suis dit, waouh, attends. Hein, c'est les flics qui ont tué mon gosse, quoi. Et j'ai dit, ah non, là, j'ai une rage, mais c'était indescriptible. Là, au fond de moi, j'ai même pas envie de faire la part des choses. Pour moi, tant qu'il n'y a pas les salopards qui ont tué mes gosses, pour moi, tous les flics sont dans le même panier, en fait. Je sais pas qui, j'ai juste des noms. Et tant que j'ai pas les visages et qu'ils sont pas condamnés, ben, je me battrai. Et là, pour l'instant, concrètement, faut pas me parler de policiers, en fait. Je suis pas neutre du tout, vraiment. Bah pareil, hein, moi, quand on est sous le choc, qu'on espère que son enfant il va sortir du coma et qu'au final, au bout de 2 jours, on dit non, il n'y a plus rien, le cerveau il est détruit. On réalise pas tout de suite parce que on est dans un état, on est anéanti en fait. On est anéanti. En fait, on a l'impression que c'est fini, que notre vie elle s'arrête quand son cœur s'arrête à lui. Et moi, j'ai réalisé vraiment, franchement, quand il y a eu l'enterrement, quand des copains à lui sont sortis du cimetière alors que lui venait d'être enterré, et qu'ils ont croisé en allant prendre le bus des policiers qui ont dit TER2, jeune égale 0. Et là, je me suis dit, ah non, mais moi, ça passe pas ça. Moi, ça passe pas ça. C'est vraiment de la haine, c'est vraiment de la discrimination raciale qu'ils ont eue. Alors moi, j'avais déjà entendu parler de Zineb Ebouna, j'avais déjà entendu parler de Malek Oussekine, j'avais déjà entendu parler de Théo, parce que mon fils Mathis avait un jour fait un post sur Facebook Justice pour Théo, parce qu'il avait été choqué par ce qui lui était arrivé. Et quand j'ai vu les images par la suite, j'ai compris pourquoi il avait été choqué. Je savais qu'il y avait souvent des contrôles de police que sur les personnes originaires de l'immigration ou du métissage. Voilà, je savais que c'était souvent ces gens-là qui étaient contrôlés comme ça, je veux dire gratuitement. Oh, moi, au grand jamais, hein. Franchement, honnêtement, comme je dis tout le temps, je faisais un petit gâteau héros, je m'occupais de mes enfants. Je savais, je suis pas bête, je sais, je voyais ce qui se passait à la télé, j'observais, mais indirectement, ouais, voilà, encore des histoires, Moi, j'ai mes enfants, je les protège. Égoïstement, il faut être réaliste, égoïstement, j'étais chez moi, je m'occupais de mes enfants. C'est pas que les autres, ça m'intéressait pas, mais je protégeais d'abord les miens, en fait. J'étais dans cet état d'esprit-là, les miens d'abord, en fait. Malgré que je savais tout ce qui se passait, les miens étaient métissés, il fallait que je fasse gaffe, mais voilà, quoi, je savais, mais c'est pas que j'y prêtais pas d'attention, si j'y prêtais pas d'attention, parce que mes enfants étaient là, en fait. Donc égoïstement, oui, je m'occupais des miens et pas des affaires des autres, en fait. Voilà. Il m'en parlait pas et je l'ai su après par la suite qu'il avait été plusieurs fois bousculé par des policiers. Mais je pense qu'il voulait me protéger, qu'il voulait pas m'en parler, puisqu'il me disait non, je suis un homme, voilà, j'assume. Et malheureusement, j'aurais préféré qu'il m'en parle, parce que je pense que s'il m'en avait parlé, j'aurais peut-être été plus vigilante et peut-être que, je sais pas, j'aurais peut-être été plus vigilante par rapport à l'endroit où il allait. Après, bon, il avait 18 ans et demi, 19 ans, les jeunes, quand ils sortent, ils ne disent pas où ils vont. Et moi, j'ai fait pareil avec mes parents, hein. Je disais que j'allais là, puis j'allais ailleurs. Je disais que j'étais avec telle personne et j'étais avec des autres. Enfin, j'ai fait la même chose. Parce que pas forcément, les gens avec qui j'étais ne plaisaient pas forcément mes parents. Et que moi, j'étais un peu rebelle, un peu... Et donc, voilà, je l'ai assumé. Hein. Mais moi, je suis blanche aux yeux bleus, donc j'ai jamais eu de problème avec la police. Par contre, Mathis, c'était franco-tunisien. Donc, pour eux, c'était un bougnoul. C'est le terme, hein, un bougnoul. Voilà. Un petit bougnoul. Voilà. Ben, moi, oui, on en a parlé. Au départ, si on en a parlé. Bon, au départ, oui, ils m'ont parlé, mais j'étais plutôt vigilante en me disant, oui, bah écoute, voilà. Fais attention, soit comme ça, si tu t'attires pas l'attention, ça devrait aller. Enfin, on n'imagine pas un instant que... On sait, mais pas à une autre en fait. Donc oui, on en a parlé, mais je voulais pas tomber dans la paranoïa, la paranoïa en fait.
Donc c'est vrai que je faisais attention. Je sais que moi, personnellement, quand je les mettais au centre aéré, par exemple, c'était con. Il y avait les photos des équipes éducatives, il fallait que je regarde et que je repère plusieurs étrangers en fait. C'est con, mais parce que j'ai habité en Belgique pendant 3 ans et je sais ce que ça m'a fait là-bas. C'est là mon autre fille en fait. Donc pour éviter ces mêmes travers, tac, quand je suis revenu en France, j'étais assez vigilante, mais pas tombé dans cette paranoïa où attention, nanana. Voilà, j'étais, je crois que je pensais comme tout le monde en fait, une maman avec ses enfants. Moi, je vais raconter une anecdote. Cet homme était au collège Lacordaire, collège catholique privé. Ouais. Et une fois, il y a eu des blancs en fait qui l'ont coursé pour le frapper. Je rigole parce qu'il a vraiment été intelligent. Il est allé dans la classe de revenus, il y avait tous les gros Renois bien musclés. Il a ouvert la porte, il a dit il y a tous les blancs qui veulent me taper parce que je suis noir en fait. Et là, ils se sont tous levés, ils les ont tous entourés, ils leur ont donné une bonne leçon. Et mon fils faisait ça. Il jonglait comme il pouvait. Voilà quoi. C'est con, mais ça m'avait fait sourire cette histoire. Et ouais. Oula, alors moi je peux plus voir un uniforme déjà, je peux plus les voir en peinture. Parce que pour moi, quand j'en vois un, je me dis c'est peut-être un criminel en puissance et qu'il y a un prochain gamin peut-être qui va se faire tuer ou blesser. Donc là, moi la police, là, j'ai sincèrement, moi qui pourtant, à l'époque des attentats du Bataclan et tout ça, je me suis dit bon, c'est quand même des gens qui ont risqué leur vie, qui se sont fait tuer. D'ailleurs avec mon fils, on avait vu la vidéo où les 2 flics se faisaient tuer dans la rue. Mon fils avait dit c'est inadmissible, quoi, c'est pas bien, ils sont là pour défendre un journal et puis ils se font tuer. Et ben là maintenant avec le recul je me dis Mathis, c'est eux qui t'ont tué maintenant. Donc moi quand j'en vois un d'uniforme ou quand je vois des jeunes qui se font contrôler par la police, ma première réaction, et je le dis ouvertement, je prends mon téléphone et je filme. Et quand ils viennent me voir, qu'ils me disent qu'est-ce que vous faites, je dis je filme. Oui, mais c'est un contrôle. Oui, c'est un contrôle. Mon fils aussi, c'est un contrôle de police. Sauf que ça a fini happé par un train. Ah, moi, j'ai qu'un mot à dire. Hein. C'est accable. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je vais rester sur ces seules lettres-là. Il n'y a aucun discours à avoir. Pour moi, je crie au fort et je l'assume très bien. C'est accable. Oui, parce que comment voulez-vous qu'on les respecte ? Sachant pertinemment qu'ils ont nié qu'ils étaient présents alors qu'ils étaient là, sachant pertinemment qu'ils ont menti depuis le début et qu'en plus de ça, ils sont protégés par leur hiérarchie. Moi, je suis désolée, hein. Je sais pas comment ils font, moi, le matin. Je me demande comment ils font. S'ils se regardent dans une glace et qu'ils se disent on a tué quand même 2 gamins. On a fait donc, on a déposé plainte. Alors c'est-à-dire que c'était un peu compliqué parce que moi j'ai enterré mon fils le 22 et le 23 décembre, donc mon avocat me dit va déposer plainte au commissariat central de police pour homicide involontaire contre X, mise en péril de la vie d'autrui et non-assistance personne en danger. Donc je vais le 23 décembre, le lendemain de l'enterrement de mon fils, j'étais quand même déjà bien effondrée. J'arrive dans le commissariat central, je vais au guichet, le mec me demande mon nom, il met mon nom, mon prénom, il me demande mon passeport, et il me dit pourquoi vous êtes venu. Je dis je viens déposer plainte contre vous, contre X, contre vous, parce que voilà, c'est mon fils qui a été tapé par un train, et donc mon avocat me demande de porter plainte avec ces 3 chefs d'accusation. Et là je le vois un peu gêné. Il me dit écoutez, mettez-vous sur le côté. Je passe un coup de téléphone. Je me suis dit c'est bizarre quand même. Voilà. Il prend son téléphone, il téléphone, puis au bout de 2 minutes, il raccroche, il me dit madame, je ne prends pas votre plainte. J'ai dit pourquoi ? Je ne prends pas votre plainte parce que l'instruction a démarré. Je fais non, c'est faux. Il n'y a pas d'instruction en cours, c'est faux. Mon avocat m'a dit d'aller venir déposer plainte. Maintenant, vous refusez de prendre la plainte. C'est simple, j'appelle mon avocat. Et il déposera plainte lui-même. Et c'est Franck Berton qui est allé déposer plainte au tribunal de grande instance de Lille pour moi. Parce qu'ils avaient refusé ma plainte. Et là, je me suis dit une deuxième fois, c'est louche. C'est louche parce que les flics en civil à l'hôpital, là, le refus de plainte, je me suis dit, ils veulent essayer de nous casser, de nous détruire moralement. Sauf qu'ils sont mal tombés.
ils sont vraiment mal tombés. Moi, à l'époque, MDR, je pensais que la justice, elle était pour tout le monde. Bah ouais, qu'on faisait une enquête, on éclaircissait, on punissait les méchants. Apparemment, MDR, c'est pas ça du tout. Et ça, c'était mon état d'esprit à l'époque. Pareil pour la plainte, on est allé le 18, on nous a baladés. Et le 19, on est retourné, on nous a auditionné pendant 4 heures. Au moment de la plainte, l'ordinateur fonctionnait plus, on pouvait plus prendre plainte. Hein. Ça a été... et moi, je me souviens, je m'endormais sur le bureau, je bavais, tellement je ne pouvais plus. Ils nous ont vraiment... On sent qu'ils ont vraiment essayé de nous balader pendant les 4 heures d'audition. Et cette fameuse 1 heure, 2 heures, je crois que ça a duré pour la plainte. Donc là, on sentait qu'il y avait vraiment... Là, ça nous confirmait nos convictions, en fait. Moi, je n'étais pas encore bien, mais ça n'allait pas tarder. J'ai tout arrivé. Et voilà, que nous ont bien baladé. Eux nous ont menti depuis le début, de toute façon. De toute façon, quand on a lu même l'instruction, enfin, parce qu'on a passé une journée à lire les dépôts, les demandes d'actes du juge. On a passé une journée à éplucher à 3, Claude, moi et Peggy. On se prenait chacun un tas et on voyait vraiment que à chaque fois, c'était jamais eux. C'était pas eux, c'était toujours les pompiers, la SAMU. Ils ont inventé des sommes d'argent qui n'existaient pas. Ils ont accusé les pompiers de vol, la SAMU de vol. Enfin, on s'est dit non mais ça va pas la tête. Ils sont malades ou quoi? Des pompiers qui vont voler alors que je savais pertinemment que moi il y avait un pompier qui appuyait sur la hanche de mon fils pour arrêter une hémorragie. Mon fils était sur le ventre. Ils cherchaient une solution pour pouvoir essayer d'entrer sur la voie pour aller sauver Célum et Mathis qui étaient les plus gravement touchés pour pouvoir les retourner tranquillement. Et ces policiers-là accusent les pompiers, après la SAU, d'avoir fait les poches de nos enfants, d'avoir pris de l'argent. De l'argent, je ne sais même pas où ils ont été le chercher, cet argent, où ils l'ont inventé. Là, je me suis dit, non, c'est du mensonge total. Après, la justice, moi, je réclame la justice, oui. Et j'espère que la justice, elle va aller dans mon sens. Parce que, avec tout ce qu'on voit comme affaires qui sont classées directes, parce que le juge, dans sa tête, c'est affaire classée, on passe à autre chose, parce qu'il y a tellement de dossiers. Nous, moi, c'est pas une affaire classée que je veux. Moi, je veux que la justice fasse son boulot, quoi. Je le veux pour nous deux. Je veux qu'elle fasse son boulot et qu'il n'y ait pas une question de relaxer qui que ce soit. Et même si ça dure 4 ans, 5 ans, 6 ans, on tiendra. Moi là actuellement, par rapport à tout ce qu'ils avaient, je trouve qu'on se retrouve en fait au même niveau que les familles qui sont victimes de violences policières, à se battre depuis plus longtemps que nous. Et malgré tout, ces familles, elles savent qu'elles n'auront pas les résultats qu'elles veulent en fait. Elles ont conscience en fait qu'elles se battent contre un pot de fer. Pourtant, elles lâchent rien. Et moi, je vais rester dans cette optique-là. Je sais, je suis pas bête, mais j'ai quand même continué, ne serait-ce que pour les faire chier en fait. Ça me suffit déjà que je les fasse chier pour avoir mes résultats, pour avoir mes réponses. Je les aurais pas, je serai toujours là. C'est pas grave, on continuera. Je prends l'exemple d'Assad Traoré, par exemple. Là, il y a un acharnement total sur cette femme qui est pour moi une femme admirable parce qu'elle se bat depuis 3 ans pour son frère. Et là, ils essayent de la briser, en fait. Ils essayent de la briser parce que la plainte qu'ils ont déposée contre elle, et 2 ou 3 plaintes, ça, ils pouvaient le faire en 2018. Ils pouvaient le faire en début 2019. Pourquoi ils l'ont fait maintenant? Parce que Assad dérange. Parce que Assad commence de plus en plus à avoir des gens qui la soutiennent. Et c'est grâce à ça aussi que nous, on a monté ce collectif. Ça, je peux le dire. Moi, quand j'ai rencontré cette femme, j'ai été admirative. Parce qu'elle a vraiment dénoncé cette injustice contre toutes ces bavures policières. Et elle est venue, elle nous a soutenus. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, elle était présente. On a fait aussi la démarche de la soutenir. Peggy l'a fait une première fois pour une marche, moi j'ai fait la deuxième marche pour son frère. Et ça nous a permis de rencontrer des gens comme Aboubacar Bourgueil, qui a été aussi tué, de rencontrer la sœur d'Angelo, qui a été aussi tuée, de rencontrer la femme d'Henri L'Enfant, qui a aussi été tuée, qui est toujours aussi en attente de justice, et de rencontrer d'autres personnes dont les enfants ont été abattus froidement, ou
sont morts suite à une chute accidentelle ou voilà. Et quand je vois cet acharnement policier à ça, je me dis que nous, de toute façon, on va le vivre aussi, ça c'est sûr. Ils vont essayer de nous intimider, de nous détruire. Sauf que nous, moi, il n'y a plus rien qui m'attend. Moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai perdu mon fils. Moi, c'était ma vie, mon fils. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent me détruire. Je ne me mettrai jamais à genoux devant eux. Jamais. L'actif s'est monté parce que Peggy, qui était de FIV, en fait, avait des amis qui connaissaient Selom. Rémi, qui est un ami d'enfance de Selom. Et puis moi, en fait, je me suis joint à Peggy parce que, c'est un même combat, on est comme deux sœurs. Hein, voilà, l'une va pas sans l'autre. Hein, il y en a une qui l'ouvre plus que l'autre l'ouvre un petit peu moins, elle essaie de temporiser. Sauf quand elle pète un peu un câble. Hein. Quand je pète un câble aussi, hein, faut savoir. Je peux être diplomate par moment, mais par moment, je peux aussi être virulente. Hein, mais le collectif s'est formé, on a décidé donc de faire les actions par nous-mêmes en commençant par des collages. Je me suis dit, tiens, on va coller tous les mois. La date de la mort de nos enfants, ça fait autant de mois. Donc c'était notre petit exutoire du dimanche. C'est-à-dire que comme on n'avait que ça, on s'est dit, tous les dimanches, chaque mois, on se retrouve et on colle. Et même si on sait qu'ils vont décoller derrière, on va recoller. Et après, on avait entamé des marches. On a fait des marches sauvages. Hein. Ça fait pas mal. Ça nous amusait. Parce que, en fait, on les déstabilisait. Parce que quand il y avait des plans Vigipirates, ils étaient obligés de quitter le plan Vigipirate pour venir. Parce que nous, on avait ramené des gens. Donc, on faisait nos marches sauvages. Moi, le collectif, je crois qu'il s'est inconsciemment créé le jour de la veillée. Oui. Inconsciemment, en fait. Oui. On était là. Je crois que ça s'est fait. Et je crois qu'il a vraiment été officiel le 13 janvier, au moment de la marche blanche, en fait. C'est le ressenti que j'ai eu. Ouais, le 13, ouais. Après, moi, ce collectif, voilà, ça représente nos deux gamins, quelque part, et à travers, on les fait vivre, en fait. On continue à les faire vivre, on va faire parler d'eux, là. Ils sont plus là, mais ils sont quand même là, parce que nous, on est là et on continue. En fait. Voilà, le collectif, c'est ça pour moi, c'est vraiment... Puis en plus, ils étaient ensemble, quoi. Donc, voilà, et c'est vrai que nous, on se connaissait pas, et on s'est liés d'amitié et de même la même douleur. Hein, une maman qui mourut d'un enfant, qui se réveille la nuit parce qu'il fait ses dents, qui est tout le temps au taquet quand il est malade, qui a toujours peur quand il rentre pas. Je sais pas, c'est notre chair, quoi, notre sang, nos entrailles, quoi. Les gens qui ont des enfants, je pense qu'ils peuvent le comprendre. Et encore, il y en a qui vivent dans un monde de bisounours qui disent « Mais non, ça m'arrivera pas ». On pensait la même chose, nous deux. Hein. Ça nous est arrivé, toutes les deux. Et les gens, ils se croient à l'abri, mais non, ils ne sont pas à l'abri du tout. Accident de moto, accident de voiture, coup de matraque là, pour les manifs, tir de LBD, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et moi, ce qui était très très dur, c'est... je sais, voilà, on peut pas dire que l'anesthésie elle a pris des gants, l'anesthésiste a pris des gants pour nous annoncer les choses, elle était assez salope cette garce. Je suis dans la salle et j'ai ma plus jeune et mes femmes qui viennent me voir, elle me dit maman je t'en supplie te suicide. Waouh, ça te donne à réfléchir. On savait que mon fils et moi on était très fusionnels, mais vraiment c'était une fusion, on avait le même délire, le même humour, le veine à notre façon, on était vraiment très fusionnels. Je suis fusionné avec mes filles, mais avec mon fils c'était différent. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'était mon premier peut-être. Ouais. Mais donc c'est vrai, quand ma petite, elle a 19 ans maintenant, bien sûr, mais ça reste ma petite. Quand elle m'a sorti ça, et là tu réfléchis, tu dis, elles sont là. Et t'as une autre vie maintenant, il faut faire attention, t'es la colonne vertébrale pour tes gamines maintenant. Donc là c'est quelque chose qui a été très dur, en fait, à entendre. Parce que dans mes oreilles, dans la tête, c'était waouh, elle pense que je les aime pas au point de pouvoir me suicider. C'est compliqué dans ce moment-là. Et j'arrivais pas à analyser. Psychologiquement, j'arrivais pas à analyser ce qu'elle avait à ce moment-là dans la tête. Parce que moi-même, je comprenais pas ce qui m'arrive en fait. Maintenant, avec le recul, je comprends vraiment l'intérêt. Et elle m'appelle tout le temps. Même si parfois ça part en cacahuète, on est vraiment. Ouais,
que moi j'ai fait une tentative de suicide. Juste après les fêtes de Noël, moi j'ai fait une tentative de suicide. Je me suis ratée, hein, mais j'ai été à 2 doigts de. Voilà, je me suis dit, ça va servir à quoi de se battre, il est plus là. C'était lui, ma vie. Donc, ouais, j'ai pris des cachets, et puis je me suis endormie, et puis je me suis retrouvée au CHR. D'abord, je me suis retrouvée avec des pompiers qui me foutaient des claques, donc merci les pompiers. Soutien aux pompiers, je vous adore les pompiers, qui m'ont mis des claques, qui ont défoncé ma porte pour me sauver. Et après, j'étais pendant 5 jours dans un centre de crise où j'ai absolument pas été suivie par un psy, on me filait des cachets. Hein. J'étais avec des gens, des jeunes filles qui au départ me regardaient bizarrement, et puis au fur et à mesure elles m'appelaient maman, parce que elles étaient là, elles étaient anorexiques, suicidaires, et puis personne ne s'occupait d'elles, quoi. Donc, et au bout de 5 jours, je suis tombée sur une psychologue qui a dit: ah bah non, hein, vous sortez pas, hein, parce que si vous sortez, vous allez prendre votre voiture et vous allez vous mettre dans un mur, ou vous allez foncer dans une bagnole. Et donc 2 jours d'HP. Où là je me suis dit, c'est vol de coucou, quoi. Je me suis retrouvée dans un endroit où j'étais tout à fait normale dans ma tête. J'avais subi un choc traumatique, et que j'ai toujours, mais je me suis retrouvée avec des gens, je comprenais pas, quoi. J'avais une cellule, j'avais pas de salle de bain, la nuit la porte s'ouvrait, et ils venaient me chercher, ils me taxaient des clopes. Au bout du 2e jour, j'ai dit: je vous préviens, si je sors pas, je me sauve. J'ai repéré les lieux, je vais escalader le grillage et je me sauve. Et là, je me suis dit, je recommencerai plus. Ouais. Je recommencerai plus parce que je peux pas faire ça. Mathis n'aurait pas voulu que je le revienne tout de suite. Et je pense que c'est lui qui me donne cette force de me battre. Comme Céline donne de la force à sa mère, moi, Mathis, je sais qu'il me donne de la force. Il m'envoie de la force. Et que je partirai le jour où j'aurai gagné. Et je veux gagner. Je veux gagner pour mon fils. Alors, c'est compliqué parce que chez les habitants de Fives, quand ils nous voient coller et tout ça, on sent qu'il y en a qui sont avec nous. Enfin, on sent qu'ils sont ennuyés, gênés, qui se rappellent en fait. Hein. Parfois, il y a des gens qui viennent me dire: mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent pas, qui viennent d'arriver sur Fives, ils connaissent pas. Et après, il y en a d'autres qui sont ignorants, qui passent à côté. Après, voilà, il y a les jeunes qui sont un peu gênés quand ils nous voient, ils baissent la tête, parce que ils se disent c'est les mamans, elles ont perdu leur fils, c'était notre pote, on se côtoyait, on se disait bonjour, on parlait, on discutait. Mais quand on fait des opérations collage, c'est vrai que y a des commerçants parfois qui viennent nous offrir une bouteille d'eau ou du scotch, parce qu'on manque de scotch. Donc on sent qu'il y a un soutien, puis on sent qu'il y a une vraie douleur dans ce quartier. On sent vraiment ce quartier, il a été meurtri, surtout par Madame Aubry, hein, parce qu'elle a quand même fait... c'est un quartier quand même qui est au départ un quartier populaire. Moi, mon grand-père a vécu à Bouvines, à la caserne Bouvines, ma mère a vécu là, et c'était un quartier qui était très vivant, qui était très populaire comme Oisem, tout le monde se connaissait, et en fait on a fait un quartier où elle a ghettotisé un peu tout le monde, c'est-à-dire que puis maintenant elle essaye d'en faire un quartier bobo, comme elle fait dans tous les quartiers de l'île. Hein. Donc elle s'occupe pas du tout des habitants, elle a créé cette brigade là qui est spécialisée que sur ce quartier-là, qui est focalisée là-dessus, et pas sur les autres. Moi je me mets à la place de ces gens-là, je me dis ils ont vécu là toute leur vie, les enfants sont nés là, et ils sont constamment contrôlés de jour comme de nuit. Pourquoi? Moi, en tant qu'habitant de Fives, les habitants, ça va. On a assez de soutien pour pas mal. Peut-être pas tout, hein, bien sûr, mais il y a pas mal de gens, les vrais en fait. Ouais. Ensuite, au niveau des jeunes, c'est compliqué parce qu'un jeune a peur. Dans sa bulle, et pour lui, c'est tant pis, c'est gamin né qui vont nous tuer, ils vont nous taper, quoi. C'est pas une fatalité. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que pour eux, c'est normal. Même s'ils n'acceptent pas de se faire taper sur la gueule, la preuve, les gamins se sont barrés. Mais pour eux, c'est dommage qu'ils s'en soient arrivés à penser que le flic vient, va nous taper, on se sauve. Je trouve ça important
Parce qu'en fait, le fait toutes ces familles là, on a tous été isolés, tu vois quoi. Le fait qu'on commence à tisser, vraiment comme une araignée en fait. Ouais, il y a un ça. moment ou un autre, cette toile d'araignée va être vraiment très puissante. Donc pour l'instant, il y a les parents, les victimes, nanana. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de personnes, pas spécialement des victimes de violences policières, mais qui vont adhérer un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment encore plus. Et je pense qu'on va être de plus en plus fort. Effectivement, plus on est nombreux, plus on sera fort en fait. Et je pense que ça, toutes ces familles-là, Assa Traoré qui nous a aidés, il nous a énormément aidés. Ah oui. Et même le fait de voir des journalistes, des gens qui nous disaient des petites techniques, tu vois. Tous ces trucs-là, on commence à être carré, on commence à s'organiser. Je veux pas qu'on soit militarisé, pas du tout. Au contraire, hein, chez nous, c'est le bordel, de toute manière. On sait pas qui fait la comme machin. Mais non, il n'y a pas de hiérarchie, rien. On a appris des choses, on a appris des techniques. Et tout ça, c'est su grâce à tous ces combats qu'on a vus autour de nous, en fait. Exactement. Le fait d'être médiatisé de plus en plus, ça nous a permis aussi de rencontrer des gens dans d'autres régions et même Twitter. Par exemple, moi, je suis effarée de Twitter. C'est du nombre de soutiens sur Twitter qu'on a de gens qui retweetent, de gens qui nous demandent quand est-ce que vous faites une marche sur Paris. Avec Assa Traoré, avec Aboubacar, avec... Moi, j'adorais faire une marche aussi avec les parents de Zinel et Bouna, ou les frères. Je veux dire, tous ces gens qui ont été... voilà, c'est mon rêve de faire une grande marche. Vraiment une marche comme faisaient les Black Panthers dans les... Oh ouais. Ça serait génial, quoi. Oh ouais. C'est mon rêve. Ah, rien. Ça, c'est une belle photo, ça, les mamans. Là. Besoin d'aide juridique. Besoin d'une reconstitution. Oui. Besoin de vérité. Oui. Besoin de justice. Oui.